bonsoir mes abonnés ou spectateurs. Alors cette vidéo est un test sur un nouveau type de vidéo appelé l'Uchronie. L'Uchronie, du grec U, qui est un préfixe de chronos, le temps. L'Uchronie signifie littéralement hors du temps. Il s'agit de se demander et d'imaginer ce qu'il serait advenu si un événement historique, donc de l'histoire, n'avait pas eu lieu ou s'il y avait eu une autre issue. Par exemple, si les Allemands ou nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, je sais que c'est déjà le concept de plein d'autres chaînes YouTube, mais j'adore ce concept, donc je vais vous faire juste une vidéo pour commencer. Si vous aimez bien, je pourrai continuer ce type de vidéo. Alors maintenant que j'ai fait le début de votre soirée, on peut commencer. Pour ce premier sujet, j'ai d'abord pensé à la bataille de Waterloo. Plus précisément, si Napoléon Ier l'avait gagné. Mais c'est trop original, et je veux du spécial. Alors j'ai pensé à la bataille d'Austerlitz, et voilà le sujet. Si Napoléon Ier avait perdu la bataille d'Austerlitz. Bon, on peut commencer. On va parler de l'événement historique. On va d'abord parler de la bataille elle-même. Donc, la bataille d'Austerlitz, aujourd'hui en République tchèque, avant dans la maison d'Autriche, donc le pays d'Autriche pour faire simple, est surnommée la bataille des trois empereurs. Donc, après la bataille qui a duré 9 heures, la grande armée de Napoléon bat les forces austro-russes qui étaient avec le Royaume-Uni, formant la troisième coalition. L'Angleterre a, une fois de plus, pas souhaité se mesurer à la grande armée, mais c'est le seul pays qui reste encore invaincu. Cette bataille a mis fin à la troisième coalition. Cette bataille, ainsi que la campagne qui l'a précédée, mène la grande armée jusqu'à Austerlitz. Elle est considérée comme le chef-d'œuvre tactique de Napoléon Bonaparte, et est encore dans nos jours enseignée dans de nombreuses écoles militaires. Austerlitz semble être la seule bataille où Napoléon Ier ait pu choisir le terrain, y amener l'ennemi et lui imposer son plan. Bon, maintenant qu'on a vu les faits historiques, on va pouvoir voir l'Uchronie, c'est-à-dire la défaite de Napoléon Ier à Austerlitz. Donc, on se retrouve en 1805, après que Napoléon bat son adversaire Mack, donc le maréchal. Il capitule donc le 19 octobre. C'était une victoire éclatante pour Napoléon, mais il fallait encore battre les Russes et les autres armées autrichiennes. En apprenant une défaite, celle de Ulm, l'archiduc Charles se replie sur Vienne, mais il ne peut empêcher le rassemblement des troupes russes avec celles autrichiennes à Austerlitz. L'empereur ne veut pas que l'ennemi devine qu'il est trop faible. Il ne dispose que entre 40 000 et 50 000 hommes pour le vaincre. Les ennemis savent que Napoléon ne dispose que de 40 000 hommes. Kutuzov, un maréchal, n'en est pas persuadé, car il pense que Napoléon fait un stratagème. Donc on se retrouve donc la nuit avant la bataille. La pluie bat son plein, le sol devient boueux. Napoléon devant sa fenêtre est en train de penser. Alors, comme prévu, hélas, c'est le principe de l'Uchronie de changer un événement, la bataille est un désastre. Sur les 50 000 hommes que Napoléon dispose, il en a perdu 41 000, 20 000 morts et 21 000 hommes blessés. Alors qu'il ordonne la retraite, tous ces hommes sont en panique sur le champ de bataille et courent dans tous les sens. Les forces austro-russes, elles, ont perdu 20 000 à 86 000 hommes. Donc, nous voilà au lendemain de la bataille. Voici la carte avec la bataille d'Austerlitz qui représente le point rouge. Au lendemain, Napoléon a réussi à sauver 9000 hommes, ce qui est très mince comparé avec le nombre du début. Maintenant, les forces austro-russes qui sont représentées avec du jaune et du vert vont vouloir déferler sur la France. Napoléon, qui est représenté en bleu, bien sûr, n'a qu'un seul choix, la retraite. Il va essayer de rentrer en France. On se retrouve donc le 5 janvier. Napoléon est entré dans Paris, mais les forces austro-russes ne sont qu'à 10 km de Paris, sans compter les forces anglaises, représentées en rouge, qui vont les rejoindre par le nord. Pendant qu'ils avancent, Napoléon utilise la conscription et réunit à peine 5000 hommes en une semaine dans Paris, plus les 4000 hommes venant des campagnes près de Paris, recrutés en dépêche, qui ont réussi à rentrer dans Paris avant les Alliés.
Le 10 janvier, les Alliés sont à 5 km de Paris. Napoléon continue d'utiliser la conscription, mais il ne peut que l'utiliser dans Paris. Il réunit donc 15 000 hommes. Le 19 janvier, les Alliés sont devant Paris. Napoléon n'a pas réussi à égaler la force des Alliés, réunissant que 25 000 hommes, 80% de la population de Paris et 20% des campagnes autour de Paris. Donc résumons, Napoléon n'a que 25 000 hommes à opposer aux 86 000 hommes des Alliés. Napoléon sait que c'est trop peu pour affronter l'ennemi, donc il veut attendre que les Alliés attaquent. Le 20, 21 et 22 janvier, la population est assiégée et n'a plus de quoi manger. Après un long siège, les Alliés entrent et envoient des troupes aller chercher Napoléon. Il y avait très peu de résistance, car sur les 25 000 hommes recrutés, il y en avait au moins 2 000 qui affrontaient l'ennemi. Le reste était en train de mourir de faim ou ne voulait pas combattre. Le 26, Napoléon est forcé de signer l'abdication qui l'humilie, lui et la France, et qui le met responsable de tous les décès militaires français, autrichiens, russes et prussiens depuis 1804. Il est exilé sur l'île de Corse, qui est d'ailleurs redonnée à l'Italie et à la France, et gouverné par un roi, car les Anglais et les Russes étaient favorables au retour de la monarchie. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une idée de scénario, mettez-la en commentaire, je la lirai. Si ça vous a plu, merci de laisser un like, abonnez-vous et mettez en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Merci, à plus!